Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de réaliser ce premier entretien politique d'Omerta pour l'année 2024. Et ma première question sera, qu'avez-vous pensé des vœux du président de la République? Alors, je vais différencier le fond et la forme, parce que le fond, je vous avoue que j'ai rien à en dire. Je pense qu'il a parlé complètement dans le vide, et d'ailleurs, il parlait, c'était comme un fond sonore, si vous voulez, d'ascenseur, une musique d'ascenseur, c'est-à-dire qu'on n'écoutait même pas ce qu'il disait, ça n'avait aucun intérêt. Ce qui m'a frappé, c'est la forme. Cette espèce derrière de décor complètement lunaire, avec cette enfilade de drapeaux. Vaguement, il y avait quand même encore un drapeau français, on se demandait ce qu'il faisait encore là d'ailleurs, à côté évidemment du torchon bleu et jaune de l'Union européenne, et puis d'autres drapeaux. Alors j'ai cru au départ que c'était les drapeaux de l'Union européenne, ce qui aurait été très macroniste, des pays de l'Union européenne, et puis non, c'était des pays comme ça, mais on ne sait pas très bien comment ils étaient choisis, pourquoi ils étaient là. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que le drapeau national était complètement effacé. Ça, c'était vraiment la chose absolument remarquable. Je ne sais pas s'il y a un autre chef d'État ou de gouvernement dans le monde qui présente ses vœux à son peuple en effaçant à ce point le drapeau national. Je crois que c'est un cas unique au monde, quoi. Pour moi, on est dans vraiment le macronisme dans ce qu'il y a de plus chimiquement pur dans ses vœux, c'est-à-dire un effacement de la France. Il a été expliqué qu'en fait, c'était les drapeaux de l'ensemble des pays participant aux Jeux Olympiques. D'accord, ok. Voilà. Bon, oui, c'est-à-dire à peu près tous les pays du monde, quoi. Mais pourquoi les Jeux Olympiques? Il n'y a pas urgence plus importante en ce moment. Et puis, je ne sais pas, il est quand même normalement président de la République française. Donc, ça le dérange à ce point, ça le démange. Il faut toujours trouver un prétexte pour que le drapeau français soit noyé ou absent, quoi. Comme vous vous souvenez, sous l'Arc de Triomphe, c'était le drapeau européen. Parce que la France avait pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui est un événement complètement banal. En ce moment, c'est la Belgique. C'est tous les 6 mois, ça change. Donc, il fallait absolument qu'il impose sa marque. Mais surtout, je remarque que c'est systématiquement contre le drapeau français. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'aimerais bien qu'en 2024, les gens mettent des drapeaux français à leurs fenêtres, à leurs balcons, dans leur jardin. Vous voyez, il y a des pays où ça se fait. Je trouve qu'on devrait le faire en France pour contrebalancer cette espèce d'attaque macroniste systématique contre la France. La santé et le pouvoir d'achat sont, selon Jérôme Fourquet, qui était interviewé ce matin, le matin où nous enregistrons, sur France Info, sont les 2 préoccupations majeures, donc la santé et le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que vous trouvez que l'actuel gouvernement, dont on dit que ses jours pourraient être comptés, a été d'une quelconque réactivité par rapport à ces attentes des Français? Ah bah écoutez... ils ont été actifs sur la santé et le pouvoir d'achat, mais actifs pour bien pilonner en fait la santé et le pouvoir d'achat. On a quand même, c'est intéressant que vous parliez de ces thèmes-là, parce que je pense qu'effectivement ce sont une très grosse préoccupation de nos compatriotes. La santé, on a quand même une nouvelle ministre, Agnès Firmin-Le qui est sous enquête judiciaire pour des cadeaux illégaux reçus d'un labo pharmaceutique. Enfin, je veux dire, là, on est dans c'est un strike, quoi. On est dans tout ce qu'on a vécu depuis le Covid, tout ce qui a été révélé, elle l'incarne personnellement. Et elle n'a pas démissionné. Mediapart a sorti l'affaire, il y a une enquête judiciaire, c'est illégal, elle l'a reconnu, mais elle est là. Donc si vous voulez, premièrement, comment voulez-vous que cette personne, qui manifestement a été sous dépendance des labos pharmaceutiques, puisse mener une quelconque politique de santé publique qui soit indépendante, qui s'intéresse plus à la santé des Français qu'au fric des labos? Moi, je pense que c'est déjà impossible. Ensuite, on a appris les chiffres. L'an dernier, je crois qu'ils ont fermé 5700 lits supplémentaires à l'hôpital public. Ils en ont fermé 100 000 en 25 ans. L'Union européenne demande toujours de le faire plus. On n'a pas changé de politique. On est toujours dans la même. Les personnels de santé sont précarisés. Il y a de plus en plus de services d'urgence ou de services qui ferment. Chirurgie, psychiatrique, pédopsychiatrie, etc. On connaît l'état de délabrement de la santé française qui était quand même numéro 1 dans le monde en l'an 2000. Classement officiel. On était numéro 1. 25 ans plus tard, on est au plus bas du plus bas. Donc, en réalité, moi, je pense qu'il faudrait ce cocktail, cette thérapie de choc. Séparer les labos de l'État, vous voyez, loi de 1905, mais sur les laboratoires, sur Big Pharma, en fait. Ce serait déjà une très bonne chose. 2, donc faire la chasse au conflit d'intérêts et à la corruption. Ça s'appelle très concrètement comme ça. 2, reprendre en main notre politique de santé par rapport à l'Union européenne qui impose toujours plus d'austérité, la privatisation déguisée, tout ça.
Et donc 3, ça veut dire un grand plan, un vrai plan, pour vraiment revaloriser les métiers de santé, mais vraiment, pas le faux Ségur là. Et puis remettre les moyens pour la santé des Français, remettre des médecins dans les zones les petites villes ou les zones rurales où il y a des déserts médicaux terribles, donc inciter les jeunes à y aller vraiment. Vous voyez, c'est une politique massive, mais ça suppose vraiment de penser à la santé des Français, d'être libéré des lobbies, d'être libéré de l'Union européenne. Voilà, c'est ça la première priorité. Et en parallèle, évidemment, la vérité sur les effets secondaires, sur tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Ça me paraît une autre urgence. Et ça, on va continuer de faire sauter le tabou, l'omerta sur le sujet. L'omerta sans... voilà, sans jeu de mots. Le monde de la santé s'inquiète de la succession des ministres à ce poste. Est-ce que vous pensez que la démission d'Aurélien Rousseau était vraiment due à sa réaction face à la loi sur l'immigration, ou est-ce qu'on sait que lui-même avait dans son entourage un certain nombre de personnes qui ont des postes importants dans le monde de la santé? Est-ce que là encore, ce n'était pas une démission masquée? Je ne crois pas une seconde que la démission d'Aurélien Rousseau soit liée à la loi immigration. Je pense que c'est un prétexte. Je pense qu'il cherchait un prétexte. Je pense que d'ailleurs, on constate que les fonctions de ministre de la Santé sont de plus en plus courtes depuis le Covid. Ce qui est très bon signe, ça veut dire que ça commence à secouer là-haut, que donc toute la mobilisation, la pression qu'on met n'est pas vaine, évidemment. Ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien qu'ils peuvent faire croire qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'ils ont fait pendant le Covid, ça y est, on tourne la page, c'est fini, il n'y a pas d'effet secondaire. Il l'avait même dit, Rousseau, il n'y a pas d'effet secondaire. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de dégâts économiques, psychologiques, sanitaires massifs. Bah si. Et il va falloir un jour que ces gens-là, et lui était directeur de l'ARS Île-de-France quand même, ce qui n'est pas rien, hein, et il va falloir que ces gens-là, à un moment, rendent des comptes. Voilà, c'est tout. Donc je pense que c'est ça, il y a une pression de plus en plus forte, il y a les familles de victimes, il y a aussi cette idée qu'on est beaucoup plus conscient, c'est un des seuls effets positifs du Covid, on sait beaucoup plus comment fonctionne le système de santé et son état de délabrement. Et donc, il y a une pression massive. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc, évidemment que c'est une démission prétexte de la part de Rousseau, mais je pense qu'il a été remplacé par un copier-coller. Hein. On voit bien tout de suite. Firmin Lebaudot, le lendemain de sa nomination, il y a un scandale qui éclate. Donc, si vous voulez, il va falloir à un moment faire le ménage et arrêter avec tout ça, quoi. C'est juste pas possible. Sur le pouvoir d'achat, on a noté que les Français avaient moins dépensé que d'habitude pour les fêtes de fin d'année, ce qui montre que leur compte en banque souffre. On a entendu la réaction de Michel-Édouard Leclerc qui explique en gros les politiques sont incapables aujourd'hui de réagir à ces problèmes quotidiens pour les Français et que c'est donc aux entreprises de s'en emparer. Qu'en pensez-vous ? Si vous voulez... ça ne peut pas être que les entreprises, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, il est là, on va revenir à la base, l'État est là pour développer un environnement le plus performant possible pour que le pays produise, soit innovant, exporte, et donc tout cela ramène du pouvoir d'achat aux salariés, aux individuels, aux entrepreneurs et donc aux retraités, en bout de chaîne, puisque s'il y a une baisse du pouvoir d'achat des salaires, il y aura une baisse du pouvoir d'achat des retraites, forcément. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Ça n'est pas le cas. Toute la politique économique européenne, donc celle qui s'impose en France, on peut fermer Bercy aujourd'hui, si vous voulez. Bercy ne fait qu'appliquer, ça ne date pas de Bruno Le Maire, mais depuis bien longtemps, depuis au moins le traité de Maastricht, Bercy ne fait qu'appliquer les politiques européennes. C'est-à-dire qu'on a une politique qui interdit toute forme de patriotisme économique. Il faut quand même le savoir, on ne peut pas privilégier nos PME françaises, nos artisans français, on ne peut pas privilégier nos agriculteurs français, l'alimentation française. Au contraire, on va la chercher au bout du monde. Libre-échange, Ursula veut le faire avec maintenant le Mercosur, donc Brésil, Argentine, tout cela. Le lait de Nouvelle-Zélande qui arrive massivement. Donc tout ça, comment voulez-vous que dans ce contexte où on a le libre-échange, on a l'euro, qui est une monnaie complètement inadaptée depuis 25 ans. Il suffit de voir les courbes, ça a décroché pour la France avec l'euro. À la limite adapté à l'Allemagne, mais pas à la France. On a la politique qui interdit donc ce patriotisme économique, une politique donc, qui est foncièrement de désindustrialisation de la France, qui tue nos entrepreneurs. Alors comme il n'y a plus de fric, donc on crée de plus en plus de taxes, de charges, de machin, donc ils meurent encore plus vite. Au bout du bout, les ménages français n'ont plus d'argent, donc la machine se grippe.
Donc comment voulez-vous qu'on sorte de cette spirale infernale si on ne change pas fondamentalement la politique économique ? Que la France retrouve une monnaie, que la France retrouve la capacité d'aider ses entrepreneurs et ses industriels et ses agriculteurs, ça s'appelle le patriotisme, qu'elle ait le droit de le faire, donc pour cela, et qu'elle fasse des circuits courts, de la relocalisation, c'est-à-dire l'inverse du libre-échange. Eh bien, je suis désolé, la seule solution pour faire ça, c'est qu'il faut quitter l'Union européenne. Moi, je veux bien qu'on m'explique par A plus B tout ce qu'on veut. Madame Meloni a essayé de l'expliquer aux Italiens, y compris sur l'économie. Elle n'a pas parlé que d'immigration, hein. Elle avait dit « je mettrai fin à la loi sur la retraite à 67 ans en Italie, etc. » Elle a fait la retraite à 67 ans. Elle avait dit « je défendrai l'argent liquide ». Elle n'a pas défendu l'argent liquide parce que la Commission le lui a interdit, etc., etc. Et elle fait l'austérité comme tout le monde. Donc, il faut reprendre le contrôle, y compris de la machine économique et industrielle et agricole. Ça suppose de sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'on continuera de faire croire qu'on peut s'en sortir dans l'Union européenne, qu'on peut changer les choses, alors on continuera de pleurer sur le pouvoir d'achat des Français. Ça ne changera pas. Moi, je voudrais que les Français le comprennent. 2024 va être une année décisive sur ces sujets-là. Il faut que les gens se le mettent bien dans la tête. Il n'y a rien à craindre de l'indépendance. Il y a tout à craindre d'une politique de tutelle, d'autant qu'ils veulent la renforcer. Pacte budgétaire encore plus dur depuis le 1er janvier, à la demande de l'Allemagne. Nouveau traité européen qui va supprimer le droit de veto des États membres et donc qui va créer un État européen qui va effacer encore plus la France. Pacte pour la migration qui va faire venir des migrants et sinon on paye 20 000 € d'amende par migrant refusé, qui va le relocaliser dans nos communes. C'est ça l'Union européenne. C'est ça l'Union européenne. Donc tant qu'on continue avec ce système-là, on est mort. Je veux dire, il n'y a pas à craindre la liberté, il n'y a pas à craindre l'indépendance. Il y a à craindre la politique de toute cette caste qui veut nous mettre sous tutelle et qui nous met concrètement en prison. Donc, vous entendez défendre une sorte de Frexit ou un Pas une sorte, c'est le Frexit. Le Frexit. Et pour cela, est-ce que vous serez tête de liste aux élections européennes? Oui, bien sûr. Je suis candidat tête de liste aux élections européennes. Les Patriotes seront présents le 9 juin. Nous porterons ce programme, je vais vous dire, 100% anti-oligarchie. 100% France libre, liberté, Frexit. C'est clair, c'est net. On sera sûrement les plus clairs de tous. On va rentrer dans l'art du système. Le système, c'est une oligarchie, c'est des médias, c'est une technostructure européenne, c'est Macron, la Macronie. Et on va prôner le peuple français, sa souveraineté, la liberté, nos libertés, très mise en cause par l'identité numérique, l'euro numérique, tout ça aussi, c'est lié complètement à l'Union européenne. Il ne faut jamais négliger ces sujets, ils sont fondamentaux. Et nos libertés par rapport à toutes les structures supranationales, il y en a plein, il y en a quelques-unes, OMS, OTAN, CEDH, et Union européenne, puisque c'est l'élection européenne. Donc, mais je veux le faire, si vous voulez, en étant très clair et en étant le plus possible dans la coalition souverainiste. Alors, est-ce que vous estimez pouvoir rassembler, par exemple, des gens comme Nicolas Dupont-Aignan? J'ai proposé à Nicolas Dupont-Aignan, à un DLF, que nous poursuivions la belle alliance qu'on a faite aux législatives déjà en 2022, avec succès. On était dans 420 circonscriptions, et la renforcer, la dynamiser. Et j'attends sa réponse, puisqu'il m'a dit qu'il avait réuni ses instances internes à DLF, si je ne me trompe pas, le 17 novembre. On s'est vu plusieurs fois, on a eu des réunions, des déjeuners de travail en juillet, à la rentrée. On s'est revus récemment, la fin octobre. On s'est régulièrement au téléphone. Il a eu ses instances, donc j'attends une réponse formelle. Également avec Génération Frexit, avec qui on avait fait alliance aussi. Le Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, qui était sur ma liste régionale en 2021, avec succès. On avait fait 7% au régional en 2021, les Patriotes. C'était, je veux dire, pour un nouveau mouvement, etc., c'était sans grosse médiatisation du tout. 7%, c'est pas rien du tout. Dans le Grand Est. Dans le Grand Est. C'est ce qui veut dire qu'il y a des communes, beaucoup de communes, on avait dépassé les 10, 15%. J'ai même plusieurs communes où j'ai fait 20%. Alors qu'on avait le RN en face et tout. Donc, franchement, c'était une belle performance. Il faut qu'on l'amplifie. Là, il suffit de faire 5% pour avoir des élus. Et pas un seul élu, on aura plusieurs élus dès qu'on fait 5%. Le RN a renoncé à tout. Voilà. Le RN aujourd'hui, c'est le système, complètement. Je crois que tout le monde, de plus en plus de gens le comprennent. Et les filles, alors, eux, ils ont renoncé aussi complètement à tout. Ils ont soi-disant un programme social, mais enfin, ils restent dans l'euro, l'Union européenne, puis ils sont dans les délires wokistes et tout, donc c'est un renoncement total. Reconquête, à mon avis, a exactement le même programme que le RN, c'est-à-dire celui de Meloni. Donc on voit le résultat, doublement de l'immigration, toutes les promesses migratoires et sociales et économiques ont été bousillées. Nous, on a un programme radicalement différent, mais un programme d'espérance, de combat, d'espérance, d'avenir, voilà, fondamentalement d'avenir.
Alors, quel regard portez-vous, au-delà de votre candidature et de vos idées, sur les analyses qu'on porte sur le scrutin de juin, où on s'attend à une montée dans toute l'Europe des populismes ou des droites nationales et patriotes? Est-ce que vous attendez quelque chose de ces élections, au-delà de dire aux Français vos espérances et votre programme, ou est-ce que vous regardez ça comme une situation qui, de toute façon, est bloquée par la nature même des institutions européennes? Je vais être très clair. Reprenez toutes les pré-élections européennes, 2014, 2019. À chaque fois, les médias disent toujours ça. Il va y avoir une montée des courants nationalistes, populistes, extrêmes. Vous les appelez comme vous voulez. Eux les appellent comme ils veulent. On s'en fiche. Et ils mélangent d'ailleurs des choux et des carottes. Des gens qui veulent rester dans l'Union européenne avec des gens qui ne veulent pas. Bon. Et donc, vous regardez au final, là, il y a des projections déjà qui sont faites. Il n'y a pas du tout de majorité avec ces gens-là au Parlement européen. C'est pour ça, quand j'entends aujourd'hui les listes Reconquête et RN dire aux Français « votez pour nous », mais ils ont déjà dit exactement la même chose en 2019. J'invite vraiment tout le monde à reprendre les promesses de Bardella en 2019. Vous ne retombez pas dans le panneau, excusez-moi. Après, chacun doit être responsable. Si vous tombez 1000 fois dans le même panneau, on ne peut plus rien faire pour vous. Et Bardella leur disait, on va être majoritaire au Parlement européen, on va tout changer. Ils redisent la même chose. Les projections donnent PPE et Parti social européen, socialiste européen, largement majoritaires au Parlement européen. Je veux dire, et leur liste à eux, toutes unies, à condition qu'elles soient dans le même groupe et tout, ferait moins de 100 eurodéputés sur 700 et quelques. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont faire quoi que ce soit, si tant est qu'en plus ils soient d'accord entre eux, ce qui n'est même pas le cas. Donc tout ça c'est bidon. La réalité, c'est qu'il faut utiliser les élections européennes, comme l'a fait Farage au Royaume-Uni, pour porter un message clair à vocation nationale. Le message clair qu'il a porté lui, c'est on va sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, on va faire un référendum sur le Brexit et on va le gagner. Il a mis un certain temps pour l'obtenir, mais sa position au Parlement européen comme élu l'a énormément aidé en cela. Il a fait des interventions tonitruantes, il a sorti des vérités qu'il a pu obtenir parce qu'il était député européen, donc il a pu avoir accès à des infos, il a lancé des commissions d'enquête, etc., etc. Et un jour, en 2016, il a obtenu ce référendum et il l'a gagné. Pas seul, mais c'est lui quand même le principal contributeur. C'est exactement comme ça qu'il faut utiliser la position au Parlement européen. Après cela, le Parlement européen, il faudra le détruire. Le détruire, je veux dire, pas physiquement, on en fera autre chose de ce bâtiment à Strasbourg. Je ne sais pas, un hôpital ou un centre mondial pour la francophonie ou de recherche, ce que vous voulez, on verra bien. On a suffisamment d'imagination pour cela. Mais il faut le détruire, je veux dire, politiquement. Il faut détruire l'Union européenne. Il faut détruire l'Union européenne avant qu'elle nous détruise. Moi, je suis clair. Ça veut dire en sortir sans libérer. C'est pas négatif, c'est positif. Ça veut dire construire derrière. Construire une France libre, construire nos libertés, construire un avenir possible. Il n'y a pas d'avenir possible en restant dans l'Union européenne. Que les gens le comprennent. Il n'y a pas d'avenir possible. Il est bouché pour nos enfants. C'est peut-être pour ça aussi que les gens font de moins en moins d'enfants. Il y a plein de raisons, mais notamment celle-là. Les gens se disent, mais ça, qu'est-ce qu'on va leur offrir comme avenir ? Il n'y en a pas. Il faut retrouver de l'espérance. Il n'y a pas d'avenir sans espérance. Alors, vous avez évoqué Jordan Bardella. Il a fait son entrée, et c'est le seul politique à le faire, dans le classement du JDD des personnalités préférées des Français. Comment vous jugez-vous aujourd'hui l'homme et le politique ? Écoutez, je juge très simplement tout cela. Je pense avoir la bonne grille d'analyse. Malheureusement, la société française est de plus en plus dépolitisée. Tout est fait pour qu'elle le soit. Les médias de plus en plus stupides, enfin débiles, les émissions de plus en plus abétissantes. Heureusement, il y a quand même de moins en moins de gens qui regardent la télé. Et très bonne résolution pour 2024, éteignez votre téléviseur. Si ça peut être une résolution, moi je vous conseille celle-là. Bon, enfin, en tout cas, tout est fait pour cela. Des débats politiques de plus en plus confus, mensongers, de plus en plus mensongers. On vous fait croire des choses, et en fait, comme on est dans l'OTAN, l'Union européenne, la CEDH et tout, on ne fait rien. Donc tout ça, c'est de plus en plus que de la com. Il n'y a pas de réalité derrière parce qu'ils n'ont plus les manettes. Et donc la société française se dépolitise. Et donc on quitte le débat politique d'idées, idées contre idées, programme contre programme, voire idéologie contre idéologie, c'est pas forcément un gros mot, au bénéfice de la télé-réalité. Et donc c'est des castings. Et donc là on nous sort, il y a Attal, Bardella. Parce qu'il faut deux jeunes qui passent bien à la télé, etc., etc. La réalité, c'est que c'est pas ça qui sauvera les Français. Et la réalité, c'est que ce qui sauvera les Français, c'est qu'il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait,
et quels sont leurs réseaux d'influence. C'est ça qui doit intéresser concrètement les Français dans leur vie. Parce que c'est ça qui aura un impact sur leur vie. Bardella, aujourd'hui, c'est le système. C'est même encore plus que Marine Le Pen. Il pousse encore plus loin. Il veut rester dans l'Union européenne, mais vraiment à fond. Hein. Enfin, je veux dire, il a même, dans un communiqué que vous retrouverez il y a quelques semaines, il a même dit qu'il faut obtenir la réforme du marché européen de l'électricité, comme l'avait promis le président Macron. C'est ce qu'il écrit dans son communiqué. C'est-à-dire qu'il ne veut même plus sortir du simple marché européen d'électricité. Vous voyez, donc, même une sous-dépendance de l'Union européenne, il ne veut même pas la quitter. Ils veulent rester dans Schengen, ils veulent rester dans l'euro, ils veulent rester dans la CEDH, ils veulent rester dans l'OTAN, ils veulent rester dans l'OMS, etc., qui est pourtant aujourd'hui un truc complètement dominé par Bill Gates et l'industrie pharmaceutique. Donc, vous êtes à la fin dans le système. On ne les a pas entendus pendant le Covid, on les a très peu entendus pendant la réforme des retraites, très très peu. Sur la loi immigration, ils l'ont votée, alors qu'ils savent très bien qu'elle va être laminée par le Conseil constitutionnel et le droit européen, et que la seule chose qu'il en restera, c'est le doublement des régularisations de clandestins. Ça va rester, il n'y a pas de problème. Mais donc, ils ont voté ça. Ils ont laissé passer le règlement européen de censure de M. Breton, le DSA, au Parlement européen. Ils se sont juste abstenus, donc ils l'ont laissé passer. Pourquoi ne pas voter contre ? Tous leurs eurodéputés, hein. Ils sont tous abstenus. Et ils ont laissé passer aussi par une abstention ce qu'on appelle la facilité pour l'Ukraine au Parlement européen, c'est-à-dire 50 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine de Zelensky, donc 10 milliards payés par la seule France, plus perspective d'adhésion, c'est écrit dedans, à l'Union européenne, ce qui est une folie totale, qui mettrait à terre notre agriculture notamment. Donc si vous voulez, c'est le système aujourd'hui. Sur la Russie, l'OTAN, ils disent la même chose que Macron et Biden et compagnie. Sur le Proche-Orient, ils sont encore plus que Macron à fond, sans aucune retenue sur ce qui se passe réellement pour les civils, les enfants, rien à faire, on y va à fond. Genre Bush Junior quoi, sur l'Irak en 2003, néoconservateur, faucon. Donc c'est le système, vraiment c'est le système. Donc c'est normal que le système médiatique ait envie de promouvoir Gabriel ou Jordan. Vous envoyez un SMS 1 pour Gabriel, 2 pour Jordan. C'est normal, puisque c'est la même télé-réalité. À la fin, c'est la même soupe. Vous savez, c'est Philippe Séguin qui disait « Aujourd'hui, la droite et la gauche sont deux détaillants qui se fournissent chez le même grossiste. » Et il disait « Le grossiste, c'est l'Union européenne. » Messieurs Attal et Bardella, ce sont deux détaillants qui se fournissent chez le même grossiste, qui est le mondialisme. Ou l'euromondialisme, c'est évident. Donc c'est pour ça que vous aurez une promotion énorme, comme Macron avait eu une promotion énorme en 2015, 2016, 2017 dans les médias. Voilà, c'est tout. Soit vous tombez encore une fois dans le panneau, soit, et je crois qu'il y a de moins en moins de Français qui tombent dans le panneau, parce que les événements durs qu'on a vécus ces dernières années, le Covid, les guerres, les crises autour de l'énergie, d'Ursula, etc., ont ouvert les yeux de plein de monde. Soit vous ouvrez les yeux et vous vous dites « Attendez, moi, le casting, j'en sors. La matrice, j'en sors. Et je veux une vraie rupture. » Alors, on n'a pas abordé la question de l'insécurité, mais est-ce que le grand éclopé du gouvernement de l'an dernier, et là, il y a une polémique en plus depuis hier sur les chiffres de la délinquance le soir du réveillon, ouais. Est-ce que le grand éclopé, c'est pas Gérald Darmanin? Est-ce que d'après vous, il peut se remettre de la situation actuelle? Petit éclopé. Bon, lui, il fait de plus en plus pitié, honnêtement. On sent qu'il avait quelques ambitions pour 2027 et que c'est en train de lui passer sous le nez parce qu'il accumule les catastrophes. Là. Il y a eu, vous savez, au Stade de France, c'était les supporters anglais qui avaient... C'était déjà lui, c'était déjà remarquable comme sortie. Il y a eu, évidemment, plein de... c'est-à-dire qu'il a une politique du tweet. C'est-à-dire qu'il y a 3 poignardés, il va faire un tweet très ferme. On ne le laissera pas passer, puis il y en a un le lendemain, un nouveau. Quoi. Donc tout ça, ça devient de plus en plus grotesque. Et puis effectivement, ce grand mensonge sur le 31 décembre, il nous dit il y a 795 voitures, ou je ne sais plus, 700 et quelques, soit 10% de moins que le 1er janvier 2023. Oui, sauf qu'on sait toujours que le chiffre du 1er janvier, il est ensuite réévalué. Vous reprenez le chiffre 10 jours plus tard, il a été doublé quasiment. Donc en fait, le chiffre du 1er janvier 2023... Donc il a comparé le chiffre partiel du 1er janvier, du 1er janvier 2024 avec le chiffre final de 2023, ce qui est une escroquerie, une malhonnêteté intellectuelle. Il faut comparer ce qui est comparable. Or, si on compare ce qui est comparable, le chiffre partiel de 2024 avec le chiffre partiel de 2023, c'est plus 10%, et non pas moins 10%. Bon, c'est tout. Voilà.
Donc ça prouve qu'il est prêt à tout, un petit mensonge par-ci, un petit truc. Il pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, ça ne va pas se voir, ça ne va pas se savoir, ça ne va pas se diffuser. Ah, c'est sûr, ce ne sont pas ces médias aux ordres qui vont le dire, mais le boulot, il est fait par les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils veulent les censurer, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils veulent faire le règlement européen de censure, notamment pour ça. Vous voyez, on a un exemple concret. Parce que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, l'escroquerie de Darmanin, elle passait. Parce qu'elle n'était pas dénoncée ni sur BFM, ni sur TF1. Par contre, ni dans Libération. Par contre, elle l'a été par les réseaux sociaux. Non, mais Darmanin, j'en pense rien. Rien. Je pense que l'histoire, d'ailleurs, n'en pensera rien. Alors, passons à l'international. Vous venez d'évoquer le chiffre de 10 milliards d'euros de coût de la guerre en Ukraine depuis 2 ans pour la France, en ce qu'elle finance. Ça, c'est ce qui va être prévu par la facilité pour l'Ukraine, oui, voilà. qui a été voté par nos eurodéputés au Parlement européen. De 3 milliards déjà versés, si j'en crois les médias officiels. Va se poser cette année la question du désengagement des Américains, notamment, mais pas seulement, à cause de leur calendrier électoral. Est-ce que l'Union européenne doit être le dindon de la farce et continuer à payer pour la politique de Zelensky, ce qu'on connaît depuis 2 ans? Oui, avant de vous répondre, vous me faites penser à une chose, parce que je vous parlais de ces votes-là. Sur le RN, pour bien vous répondre, ils ont refusé de voter la destitution de Macron en commission et ils ne votent plus les motions de censure. Depuis 2 mois, ils n'en votent plus, ils n'en déposent plus. Je veux quand même le dire. Il faut quand même que les gens aient bien ça en tête. Sur ce que vous dites en Ukraine, c'est très important. Moi, je pense qu'il y a eu une tentative qui n'est pas forcément abandonnée définitivement, mais pour l'instant mise un peu au congélateur au bénéfice du Proche-Orient. Il y a eu une tentative de l'État profond américain de déclencher un embrasement général, et cette fameuse guerre qu'il vise avec la Russie et donc la Chine, via l'affaire ukrainienne. L'Ukraine n'est qu'un prétexte. Croyez pas un seul instant que M. Biden et surtout tout ce qu'il y a autour de lui soient sincèrement peinés par le sort des civils ukrainiens. Il s'en moque évidemment complètement, comme M. Bush se moquait éperdument des Irakiens, mais on peut remonter des décennies d'histoire américaine. Enfin, c'est toujours la même histoire, hein, ça n'a jamais changé. Tout ça, ce sont toujours des prétextes. Comme en Libye, soi-disant, en 2011, on s'intéressait aux Libyens, alors que donc l'intervention Sarkozy-BHL, États-Unis contre le régime de Kadhafi, contre la Libye, qui a été une catastrophe. En réalité, il y avait on le sait bien, il y avait de sombres dessins et de sombres réalités derrière. Et tout ce discours humaniste, les droits de l'homme, ça c'est toujours du prétexte. Il faut toujours chercher ailleurs. Donc il y a eu une volonté, d'ailleurs qui était entretenue depuis longtemps. Dès les années 90, le clan américain ne tient pas les promesses faites en 91 lors de la chute de l'URSS et procède à l'extension de l'OTAN vers l'Est. Ensuite, nous avons cette guerre illégale de l'OTAN en Serbie, début 99, fin 98, qui a été un choc pour le monde russe, parce que c'est le monde orthodoxe. En plus, elle a été très sale, puis très illégale, complètement illégale, au regard du droit international. Et qui a créé cet État mafieux qu'est le Kosovo, qui est revenu dans l'actualité aujourd'hui. Et puis, Euromaïdan en 2014, le coup d'État, la révolution de couleur, cette fausse révolution populaire qui n'en est pas une. Vous voyez le reportage remarquable, Les masques de la révolution, qui est passé sur Canal+ à l'époque, en 2016, qui est aujourd'hui complètement interdit, vous le trouvez sur YouTube, qui démontre comment Victoria Nuland et l'État profond américain ont fomenté complètement ce coup d'État ukrainien en 2014, pour mettre un pouvoir occidental à la place de quelque chose de trop pro-russe. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Donc les États-Unis aujourd'hui ont plusieurs fers au feu, ils ont des problèmes internes, ils ont une opposition républicaine qui a pris la majorité d'une des 2 branches du Congrès, et donc c'est plus compliqué pour eux d'avoir ce dessein. Et puis c'est parce qu'il y a le Proche-Orient, tout ça. Donc ils voudraient déléguer tout ça à l'Union européenne qui, en bon toutou, en bonne colonie des États-Unis, fait le sale boulot. C'est quoi le sale boulot? C'est qu'on envoie des armes et on envoie de l'argent. Or, on n'a pas d'armes, notre armée est à l'os, et on n'a pas d'argent. On a 3 000 milliards et quelques de dettes, on est complètement ruinés. Donc les États-Unis, et au risque, nous, de nous prendre un jour un missile ou une guerre qui dégénérerait chez nous, mais pas chez eux. Voilà. Donc là, vous voyez ce que c'est le rôle d'une colonie par rapport à un empire. La colonie, elle fait le sale boulot.
elle s'appauvrit pour l'Empire, elle prend la guerre et les coups pour que l'Empire ne prendra pas lui-même en son centre. Voilà, c'est ça, la réalité. Donc, si ça pouvait aussi permettre à nos compatriotes de voir le rôle de l'Union européenne là-dedans, puisque Ursula von der Leyen est vraiment le double de Biden depuis le début sur l'Ukraine, vraiment le double, elle dit exactement la même chose que lui, elle fait exactement la même chose que lui, en plus hystérique encore, ça serait bien que la France reprenne une politique étrangère indépendante, gaulliste. C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on doit faire. Et elle serait très entendue dans le monde, parce qu'elle est très attendue. Moi, je ne peux prôner que cela en tant que gaulliste et souverainiste, et c'est forcément une politique qui serait conforme à notre intérêt national et à la paix du monde, parce que c'est ça le gaullisme. Alors, concernant le Proche-Orient, on s'aperçoit que Israël ne peut tenir sa riposte aux attentats du Hamas que grâce au parapluie américain qui s'est déployé dans la région, notamment en mer Rouge, mais aussi en mer Méditerranée. Est-ce que l'hostilité prononcée d'aujourd'hui de la plupart des États non occidentaux à Israël n'est pas justement le meilleur symptôme de cette désoccidentalisation du monde qui s'affirme chaque jour un peu plus? C'est-à-dire que beaucoup de pays dans le monde se disent qu'il y a un double standard, il y a un double discours. Parce que vous avez les pires condamnations de la Russie sur ce qui se passe en Ukraine, et vous ne les avez pas sur Israël pour ce qui se passe à Gaza, alors que vous avez beaucoup plus de morts à Gaza, et beaucoup d'enfants notamment, c'est une population très jeune à Gaza. Et moi je veux bien, hein, j'entends parfois des gens dire « mais ils sont tous coupables, tous les habitants de Gaza, tous les Palestiniens sont coupables ». Vous ne pouvez pas dire ça. Ce genre de discours, c'est un discours qui justifie un génocide, de manière philosophique. Donc, et je ne vois pas en quoi un enfant de 5 ans est coupable, ou alors vous naissez coupable. Et à ce moment-là, c'est quand même très problématique. Et en fait, là, donc le monde des BRICS, l'autre monde, mais qui est largement majoritaire aujourd'hui, hein, et même maintenant en termes économiques, hein, pas que démographiques maintenant, aussi en termes économiques, et de plus en plus en termes géostratégiques, voit ce double discours. Il y a eu le 7 octobre, l'horreur, bien sûr. Est-ce que, comme le disait De Villepin, la légitime défense justifie la vengeance indiscriminée? Non. Moi, je pense comme lui que non, ça ne justifie pas. Moi, je reste gaulliste là-dessus. Je pense que la France devrait se faire entendre beaucoup plus fort, défendre les deux États, défendre la sécurité des États et l'existence des deux États, et arrêter et demander de manière très claire un cessez-le-feu. Parce que de toute façon, il y a trop de morts, et que de toute façon, ça ne sert à rien. Là, les enfants qui sont en train d'être faits orphelins, ou les gamins qui perdent leurs frères et leurs sœurs parce qu'il y a beaucoup d'enfants tués eux-mêmes en Palestine, croyez-vous un seul instant que demain ils vont être élevés dans les valeurs de l'American Way of Life, en se disant finalement, c'est vrai, le grand discours des droits de l'homme des États-Unis est formidable et je vais y adhérer? Bien sûr que non. Ils vont créer un Hamas puissance 10. C'est une évidence. Et évidemment, je crois que beaucoup le savent en réalité. Donc il y a beaucoup de manipulation aussi dans cette affaire. Donc non seulement c'est affreux du point de vue des principes, mais de toute façon, ça ne lutte pas contre le terrorisme, ça le nourrit. Et ça ne permettra pas à Israël d'assurer sa sécurité, je pense que ce sera encore pire demain. Donc cette solution est stupide. Alors je sais qu'il y a des gens en France qui soutiennent cela, qui même jouissent un peu de voir cela, parce qu'ils ont une telle rancœur contre l'immigration massive en France, ils veulent tellement que ça s'arrête, et moi aussi je veux que ça s'arrête. Mais moi je veux le faire sérieusement, en reprenant le contrôle. Pas les grands slogans débiles à la Mélanie, qui ne servent à rien à la fin. Qu'ils ont l'impression de vivre une guerre par procuration là-bas. Moi, je sais que c'est comme ça que ça se passe dans leur cerveau. Ils disent « Ah ben moi, je suis contre l'immigration massive ici. Là, au moins, là-bas, il les frappe, il tape l'islam et tout. » C'est ça qui se passe dans leur tête. C'est un faux calcul. C'est un calcul qui répond à une manipulation des faucons là-bas. Et c'est un calcul stupide pour nos intérêts, puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va nous dire... Et ça se dit de plus en plus. Mais accueillez-les chez vous, les réfugiés palestiniens. Et ça commence. Ce discours, il monte dans le gouvernement israélien. Et puis l'Égypte dira, moi, j'en veux pas. Donc, où est-ce qu'ils iront, à votre avis, comme d'habitude, hein? Ils iront vers les pays européens, notamment la France. Et donc, tous ceux qui, ici, soutiennent à fond, sans retenue, tout ce qui se passe là-bas, sans réflexion, en réalité, parce qu'ils sont contre l'immigration ici, ou contre l'islamisme ici, à la fin, ils auront justifié l'injustifiable et ils auront plus d'immigration ici et plus d'islamisme. Donc vous visez notamment, je pense, Éric Zemmour, son voyage en Israël. Je
Je vise ceux qui ont ce discours-là, sans retenue, Reconquête, RN. Le RN a aujourd'hui le même discours, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, on en voit aussi à LR, tout ça. Je pense que c'est un faux calcul, et c'est un très mauvais calcul, à tout point de vue. Même si on oublie les questions humanitaires, ok, les questions humaines, très bien, mais si on raisonne simplement de manière, froide sur les simples intérêts de la France en matière d'immigration, c'est un mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul. Moi, je ne suis ni islamiste, ni néocon. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis gaulliste. Donc je ne suis pas dans le discours de branches de LFI qui sont, eux, dans un truc à justifier tout, l'injustifiable, et à avoir une indulgence coupable avec l'islamisme, le wokisme, le communautarisme, tout ça se mélangeant depuis des années et des années. Mais je ne suis pas non plus du tout dans le discours des faucons qui mettent le feu partout dans le monde, Proche-Orient, Ukraine, Taïwan, etc., Libye avant, Irak, Afghanistan, il y en a eu plein, la Serbie, tout ça. Non, je veux une ligne de défense, toujours la seule boussole, ça doit être où est l'intérêt de la France ? Où est l'intérêt de la France ? Et j'ai la faiblesse de croire que ça concorde souvent avec la paix dans le monde, voilà, en plus. Donc, voilà ma position. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable, parce qu'on voit un vrai embrasement qui se met en place, notamment avec ça commence à se propager. Au Liban, on l'a vu, contre l'Iran. Il y a des Américains qui veulent une guerre avec l'Iran depuis des décennies. Hillary Clinton déclarait en 2008, il y a une dépêche AFP, 2008, Hillary Clinton disait « il faut rayer de la carte l'Iran ». Alors je n'ai aucune tolérance pour le régime iranien, je n'ai aucune amitié pour ce régime, mais je pense que ce serait parfaitement dingue d'engager une guerre contre l'Iran. Ce serait complètement délirant et contre-productif, encore une fois, et dangereux. Donc, et puis il faut prôner politiquement, inlassablement, comme ont su le faire de grandes personnalités israéliennes et palestiniennes dans les années 90, il faut prôner les deux États. C'est-à-dire revenir aussi sur certaines choses qui ont été faites de manière illégale au regard du droit international depuis quelques décennies dans la région. Alors, nos abonnés, nos téléspectateurs ont bien compris que vous mettez en avant un discours cohérent autour de la thématique du souverainisme, du gaullisme, ce que vous n'avez pas varié depuis le début de votre engagement politique. Qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui vous disent que justement ce monde de plus en plus dangereux nécessite des alliances, nécessite des points d'appui? Alors pour certains, pour la droite atlantiste, ce sera les États-Unis. Pour certains milieux, c'est la Russie. Dans ce jeu des grandes puissances et des puissances moyennes qui se mettent en place, ce nouveau jeu, où voyez-vous les points d'appui pour une politique française redevenue indépendante? Très intéressant. Je pense que le premier point d'appui, si vous me permettez, je viens très vite sur votre question, c'est que l'alliance, elle doit être d'abord au niveau national. Moi, je veux une grosse coalition des souverainistes authentiques, sérieux, qui ne penseront pas tout à fait tous la même chose. Surtout, moi, je ne pense pas tout à fait la même chose que Nicolas Dupont-Aignan, ou que Charles-Henri Gallois, ou même probablement que Pierre-Yves Rougeron, même si je ne sais pas très bien ce qui nous sépare, mais sûrement, ou que d'autres, et puis même d'autres qui ne veulent pas, c'est dommage. Et puis il reste des souverainistes authentiques au RN, c'est sûr, je suis sûr qu'il y en a chez Reconquête, je suis sûr qu'il y en a au Parti communiste français, je suis sûr qu'il y en a partout, chez LR, etc. Il faut les trouver, il faut les unifier, il faut les coaliser, et ce sont peut-être des gens qui auront quelques points de divergence, mais si on se fixe quelques points très clairs, on peut s'en sortir, et on doit le faire. Et on doit le faire. Les patriotes, en tout cas, l'ont démontré. On a invité tout le monde dans nos manifs, on donne la parole à tout le monde. Et on a fait des coalitions déjà aux élections avec succès, sans du tout diluer notre discours. C'est ça qui est fort. Donc ça, c'est le premier point d'appui. Le point d'appui au niveau international, et je pense que les deux vont ensemble, et bien là aussi, je vais être très gaulliste. Bien sûr que la France ne doit pas être seule au monde, mais la France doit avoir deux principe. 1, ne jamais être piégé par une alliance supranationale permanente. Parce que vos intérêts peuvent bouger au cours du temps, et parce que dès que vous mettez le doigt dans l'engrenage du supranational, c'est-à-dire l'OTAN aujourd'hui, depuis qu'en tout cas Sarkozy nous a remis dans le commandement intégré en 2008, forcément, à un moment, cette structure ne coïncidera plus avec vos intérêts nationaux. Ce qui est totalement le cas aujourd'hui.
Et donc, vous ne pouvez pas accepter ça. C'est pour ça que, de mon point de vue, il faut quitter l'OTAN. 2, il faut être, deuxième principe, dialoguer avec tout le monde. Tout le monde. Donc aujourd'hui, la France devrait dialoguer avec les BRICS, évidemment. La France doit dialoguer avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec toutes les puissances du Proche-Orient. On doit dialoguer avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran. Je ne cite pas ceux avec qui on dialogue déjà, mais il faut continuer le dialogue. Bien sûr qu'on doit continuer à dialoguer avec Israël, avec les États-Unis, avec les pays européens et tout. C'est une évidence. Mais ça, je n'ai même pas besoin de le dire, c'est déjà le cas. Mais il faut qu'on soit en capacité de parler à tout le monde. C'est indispensable. C'est que comme cela que la France peut être un point, un pivot. Et il manque aujourd'hui une puissance qui incarne ce point d'équilibre, ce point de dialogue, ce pivot dans les relations internationales. Ça n'existe plus. Il n'y en a pas. On a voulu créer 2 blocs antagonistes sans puissance qui puisse parler entre les deux, comme la France le faisait d'ailleurs pendant la guerre froide. Et ça a sûrement servi à éviter le pire plusieurs fois. Et comme la France a continué d'ailleurs de le faire, même après De Gaulle, de façon moins éclatante, mais il y avait encore cette volonté, par exemple, de parler à Israël et au monde arabe. C'était la fameuse politique arabe de la France, tout en étant également en capacité parfaite de parler à Israël. Donc vous voyez, ce n'était pas antagoniste. Et c'était bien qu'il y ait cette puissance. Comme en 2003, heureusement qu'il y a eu la France pour dire non à la guerre d'Irak. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, dans toutes les manifs mondiales pour la paix et contre la guerre d'Irak en 2003, alors qu'on n'était pas les seuls à dire non, il y avait aussi l'Allemagne, il y avait la Russie et tout ça, c'était le drapeau français qui était brandi. C'était le drapeau français, parce que c'est la vocation de la France. Donc c'est ça aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, la politique. Alors sur certains conflits, on sera peut-être en alliance avec tel ou tel pays, sur d'autres, on sera avec d'autres pays. Tant que ça correspond à nos intérêts nationaux et à ce qu'on juge le meilleur pour la paix du monde, ça doit être comme ça. Florian Philippot, merci beaucoup de vous être confié en ce début d'année à Omerta. Et merci encore d'être venu dans notre studio. Merci à vous. Bonne année à tous. Bienvenue sur l'application Omerta. Pour s'abonner, rien de plus simple. Cliquez sur s'abonner, puis choisissez le forfait de votre choix. Une fois votre moyen de paiement saisi, vous aurez accès à l'ensemble de nos reportages exclusifs, à nos documentaires, à nos entretiens et à nos décryptages. Bienvenue dans l'univers d'Omerta.